Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très bientôt, pas tout de suite, mais très bientôt, le 30 octobre, ça va être le fameux gala de la disque. On va remettre des Félix à des chanteurs, à des chanteuses, à des musiciens. Mais on va aussi remettre un Félix hommage industriel lors de ce gala et de ce gala, oui, pas le gala, mais le gala. Et le Félix va être remis donc à Mario Lefebvre. Mario Lefebvre, c'est peut-être un nom qui, dans le grand public, est moins connu, mais dans l'industrie, dans le milieu musical, tout le monde connaît Mario Lefebvre parce que depuis 50 ans, il est gérant d'artistes. Il a travaillé avec les plus grands noms de la francophonie, je dirais. Donc, pour vous donner quelques petits noms d'artistes avec qui il a travaillé, Céline Dion, Garou, Francis Cabrel. Et donc, on va lui remettre un prix hommage cette année. Et c'est très particulier parce qu'il y a quelques temps de ça, Mario a appris qu'il avait un énorme souci de santé. Mario Lefebvre qui nous fait la très grande gentillesse d'être avec nous en studio. Bonjour Mario. Bonjour Sophie. Merci. Alors, dans le milieu de l'industrie musicale, tout le monde te connaît. Pendant longtemps, tu as été le bras droit de René Angélil, mais tu n'as pas besoin d'être le bras droit de quelqu'un. Toi-même, avec tes deux bras, tu as bâti les carrières de plus grands artistes ici au Québec. Et pourtant, tu es un géant au pied d'argile parce qu'il y a quelques temps de ça, tu as appris une mauvaise nouvelle. C'est quoi cette mauvaise nouvelle, Mario? C'est la preuve que la vie peut changer complètement. Un claquement de doigts, exactement. Il y a un peu plus de 2 ans, comme pas mal tout le monde au Québec, j'ai attrapé la COVID. Et puis, j'ai été un peu plus malade que la plupart des gens. Et j'ai pensé subséquemment que j'avais la COVID longue. Alors, j'ai commencé à faire des différentes interventions auprès des médecins, des groupes de recherche. Et je continuais à pas me sentir bien, je manquais d'énergie. Puis à un moment donné, par un heureux concours de circonstances, je me suis retrouvé à l'hôpital général juif pour un autre test avec le docteur Weiss, Carl Weiss, qui est aussi une sommité. Et ce matin-là, ils m'ont immédiatement envoyé à l'urgence en bas pour me dire que j'avais pas la COVID, j'avais l'influenza, j'étais très malade et puis qu'il y avait quelque chose dans ma moelle osseuse. Et tout a déboulé. Puis dans les minutes qui ont suivi, dans les heures qui ont suivi, ils ont fait des tests. J'ai appris que j'avais le myélome multiple, le cancer de la moelle osseuse. C'est le même cancer que Michel Côté avait. C'est le même cancer que plusieurs personnes ont. C'est un cancer qui est en progression, bien malheureusement, partout dans le monde, qui affecte beaucoup les gens de 55 ans et plus, dont je fais partie, évidemment. Et n'eût été de l'intervention du docteur Kedby à l'hôpital général juif, je serais probablement pas avec vous aujourd'hui, Sophie. On est très content que tu sois là, Mario. Ça fait 2 ans. Mais donc, un cancer de la moelle osseuse. Et là, il y a une partie que je comprends pas, que tu dois m'expliquer, Mario. Un cancer incurable, mais traitable. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il y a des maladies qui sont... Le sida, par exemple, est incurable, mais traitable. D'accord. Le cancer de la moelle osseuse, c'est ta moelle osseuse qui sécrète du sang infecté qui va dans tes os, qui fragilise tes os. Moi, j'ai des millions de microfractures partout dans mes os. D'ailleurs, lorsque j'ai appris que j'avais le myélome multiple, j'ai aussi appris le même jour que mon fémur était rongé aux 2/3 puis qu'il allait me poser 4 pins dans la jambe gauche. Sinon, je n'allais plus jamais marcher. Donc, ça va rapidement. Parfois, tu penses que t'as mal à la tête, t'as mal aux dents, puis c'est d'autres choses. Carrément, dans le cas qui m'intéresse, moi, je pensais que j'avais la COVID. Et c'était pas ça du tout. J'avais perdu un peu de poids, mais tu sais, ça va vite dans nos vies. Hein? Puis à un moment donné, John Lennon disait quelque chose, Sophie, de formidable. Il disait « Life is what happens to you while you're busy making other plans ». J'adore cette citation-là. Pour ceux qui parlent pas anglais, la vie, c'est ce qui se passe quand t'es occupé à faire d'autres plans. Donc,
et il faut en profiter. Il faut arrêter de s'attarder sur des petits détails parce que pendant ce temps-là, le big picture, les choses les plus importantes sont en train de te passer au-dessus de la tête. C'est un petit peu ça, cette morale. Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de voir les choses, Mario? Toi qui as travaillé des heures et des heures et des heures, parce qu'on n'est pas le bras droit de René Angélil, on travaille pas sur la carrière de Francis Cabrel ou de Roch Voisine, Céline Garou, bon, tous ces grands noms-là, en travaillant de 9 à 5 du lundi au vendredi. Là. Non, en fait, tu travailles tout le temps. Ouais. D'ailleurs, je dis avec beaucoup de fierté que l'hommage, il va servir à une chose en particulier. Oui. Expliquer à mes enfants où j'étais depuis 40 ans. Ça, je trouve ça très le fun parce que je n'étais pas souvent à la maison. Est-ce que tu regrettes ça? Est-ce que tu te dis, quand tu vois ça, est-ce que tu dis, zut, c'est bien beau Céline, puis c'est bien beau Cabrel, mais mes enfants, j'aurais peut-être dû. Est-ce que tu as des regrets? J'ai pas de regrets parce que mes enfants étaient très compréhensifs. La maman des 2 premiers était formidable. La maman des 2 suivants est tout aussi formidable. Non, tu sais, quand on a une passion, il faut aller au bout de sa passion. Moi, j'ai été très chanceux. J'ai toujours été dans un contexte où chaque incident, chaque élément de ma vie a toujours amener quelque chose de mieux derrière. Là, j'ai frappé un petit mur il y a 2 ans, mais tu vois, je me suis retrouvé à l'hôpital général juif avec une sommité mondiale sur mes multiples. Puis là, pour répondre à ta question, ce que je fais de différent, je fais beaucoup de travail pour la Fondation. Je fais beaucoup de travail pour faire connaître cette maladie-là. Je fais beaucoup de travail pour... je me suis entouré pour m'aider à gérer, parce que je travaille presque plus, évidemment. Ouais. Donc, tous mes amis, mes confrères dans le business m'ont aidé. Alors, mon ami Claude Larrivée s'occupe de Roch Voisine, mon ami Guy Laforce s'occupe de Bruno, mon ami Martin Leclerc s'occupe de Joanne, mon ami Serge Grimaud s'occupe de Fiori. Tu sais, j'ai le bonheur d'avoir tous ces gens-là qui sont dans mon univers, qui sont là pour moi dans un moment difficile comme celui-ci. Tu as travaillé avec René Angélil, Monsieur Angélil. Moi, je suis vraiment... mon mentor, mon idole. Écoute, moi, je l'ai croisé à quelques reprises. C'est une des personnes dans le show business québécois qui m'a... Non, oublie ça. C'est pas une des. C'est la personne qui m'a le plus impressionné. Son éthique de travail, sa façon de se comporter avec les gens, son élégance. Qu'est-ce qui te manque, toi, de René Angélil? Beaucoup de choses me manquent de René. Ça fait 8 ans, puis je pense à lui tout le temps parce qu'il faut savoir que René avait eu des combats avec le cancer. Oui, absolument. Et il y a eu une période où on était beaucoup, beaucoup ensemble, lui et moi, puis on voyageait ensemble, puis il me parlait de son cancer, puis je m'inspire beaucoup, beaucoup de tout ce qu'il a vécu il y a 20 ans. Donc, parfois, dans des moments, pas de détresse, mais des moments d'interrogation, des moments où je suis pas tout à fait certain de... Je pense souvent à René, comment il approchait ça. Et ce que je retiens, toutes ces années-là plus tard, c'est que, oui, c'est pas le fun, ce qu'il a vécu, ce que moi je vis, mais c'est pas une raison de pas profiter de chaque moment. Alors moi, j'en profite tous les jours. Je suis le gars le plus conscient du bonheur puis de la chance que j'ai d'être là. Mes amis, les gens avec lesquels j'ai des longues complicités de 20, 30, 40, 50 ans sont tous là pour moi. Je suis très choyé. On parle de René, évidemment, on pense à Céline, que toi, t'as côtoyé et t'as contribué. Hein? Je veux dire, ça prend toute une équipe pour avoir le succès comme celui de Céline Dion. Quand t'as appris que c'est différent, évidemment, c'est pas un cancer, Céline, mais cette maladie horrible de la personne raide, comment t'as réagi? Est-ce que t'avais pu soupçonner de quelque façon que ce soit que Céline était atteinte de quelque chose comme ça? Écoute, je pense que, comme j'ai souvent dit, je suis pas certain que quand on fait la comparaison, je sais pas qui est plus dans le mieux ou moins bien. Moi, j'ai une maladie incurable, elle a une maladie inconnue. C'est aussi grave, hein? Je veux dire, il faut le regarder comme ça. Le syndrome de la personne raide, c'est quelque chose de réel, là. C'est pas inventé. Bon. Et c'est quelque chose qui affecte ton système immunitaire, qui affecte la façon que tu peux approcher chaque journée, aborder chaque matin que tu te lèves puis voir comment ça va être. Moi, c'est un peu ça, mon quotidien. Je me lève. OK, mais dirais-tu que ce qu'elle vit, c'est pire que d'avoir un cancer? Je serais pas capable de dire ça avec certitude. J'ai pas du tout la formation médicale. Mais ce que je peux imaginer, c'est que elle, son rêve dans la vie, c'est de chanter. Elle l'a fait de façon brillante toute sa vie. Là, elle peut pas le faire. Ça doit être assez difficile pour elle.
Moi, mon rêve, c'était de faire mon métier. Moi, j'explique à mes enfants qu'en 50 ans, j'ai jamais travaillé une journée de ma vie, moi. Jamais. Moi, le matin, je me levais, j'avais hâte, je me couchais le soir, j'avais hâte de me lever le lendemain. C'est un bonheur qu'on n'a pas tous à avoir à vivre. Il y en a des gens qui font un métier qu'ils n'aiment pas. Moi, Alors, je pourrais pas répondre d'aucune façon quel est son état par rapport à... Mais je peux imaginer que ne pas chanter doit lui manquer terriblement. Mais quand tu l'as vu aux Jeux Olympiques chanter en haut de la Tour Eiffel, nous, on la connaît pas de façon intime. Moi, je l'ai interviewée 7 fois, mais je peux pas dire que c'est une intime. J'étais extrêmement émue. Tu devais être émue aussi. Ben, écoute, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Puis moi, je pleure pas beaucoup. Comme je dis souvent, j'ai pleuré quand j'ai eu ma médaille l'année passée à l'Assemblée nationale. Puis la fois d'avant, c'est quand le Canadien avait gagné la Coupe en 93. Donc, je suis pas tellement dans la catégorie Si tu pleures pleurant. seulement quand le Canadien a la Coupe Stanley, tu dois pas pleurer souvent, en effet. J'ai parce les yeux que... secs, comme on dit. Mais c'est vrai, ton sens de l'humour, mais c'est vrai Mario. que quand je l'ai vu au pied de la tour, en fait, en haut de la Tour Eiffel, tout ce que je me suis dit, je me souviens, je l'ai dit à ma femme, j'ai dit, elle va tellement la scorer dans le net, elle va tellement faire... Puis je savais, parce que Céline, je le dis avec beaucoup de fierté toujours, c'est la plus grande en termes de quand ça compte, là, elle est toujours là. C'était la leçon. C'est la leçon de M. Angélil. Ouais. Il faut être là quand ça compte. Gaspille pas tes énergies à toutes sortes d'affaires périphériques. Mais quand les projecteurs sont sur toi, il faut que tu assures à 110%. Quand on va te rendre, donc tu m'as parlé de la médaille de l'Assemblée nationale, donc dernier, ça c'était très touchant. Le 3 octobre dernier, le 3 octobre, donc ça va faire bientôt 1 an. Là, le 30 octobre, cet hommage à la disque. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans toute ta carrière? De quoi tu es le plus fier en te disant, ça a vraiment valu la peine que je me batte pour ça, que je fasse ça, que j'amène cet artiste-là du point A au point B? Et c'est une très bonne question parce que quand tu reçois ça, d'abord, tu reconnais la chance que tu as eue. Moi, je dirais que c'est un ensemble de petits exploits que j'ai réussi à faire au fil des ans. Donne-moi un exemple. D'abord, d'avoir réussi plus souvent que d'avoir floppé, OK? Parce que c'est un métier où tu peux te casser la gueule tout aussi facilement. Et moi, j'ai toujours eu l'approche, puis ça, René et moi, on s'entendait très bien là-dessus. On jouait pour gagner, play to win. All in, donc on y va. Et la phrase que moi, je dis toujours, que René aimait bien, puis j'en prends pas la paternité, c'est Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, qui disait toujours, la différence entre très bon et exceptionnel, c'est le détail. Et moi, j'étais un maniaque de détails, j'étais un maniaque de on va le faire comme il faut, on va s'assurer que tout est OK. Alors, c'est un peu ce que j'ai essayé d'inculquer à tous les gens que j'ai mentorés depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de gérants qui sont dans le podcast qu'on vient de faire. Oui, c'est ça. Il y a un podcast de la c'est tous des gens que j'ai mentorés, comme moi, j'ai eu le bonheur... Raymond Boulris, le conjoint, mais surtout le gérant de Véronique Dicker. Ça fait partie des gérants d'artistes à qui tu as, entre guillemets, montré le métier. Oui, Raymond, Francis Delage, qui s'occupe des 2 frères et puis de Corneille et puis d'une panoplie de différentes vedettes. C'est des gens avec lesquels j'ai travaillé longtemps, qui ont travaillé avec moi, dans certains cas sous mes ordres, mais c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Emmanuel Girard, qui s'occupe d'Alexandra Streliski, qui est une extraordinaire manager, qui vient du monde du sport, qui a une vision complètement... C'est quoi un bon gérant d'artiste? D'abord, c'est quelqu'un de complet, c'est quelqu'un qui doit comprendre toutes les facettes, le plan stratégique, le côté administratif, le côté artistique, qui essaie de mettre les meilleures personnes autour de lui. Ça aussi, Angèle et moi, on a toujours travaillé dans le but de mettre les meilleures équipes possibles autour de nos artistes, autour de nos projets. Ça, j'ai essayé de faire ça. J'ai été chanceux. Dans le cas de Voisine, j'ai une équipe formidable avec Rock depuis... tu sais, Rock, ça fait 35 ans, techniquement, que je travaille avec lui. J'ai pas été son gérant, c'était Tipolo Vincent. Oui. Mais après, Rock a eu quelques autres bons gérants. Mais il y a 15 ans, parce que j'avais travaillé avec lui à l'époque, quand j'étais le patron de Select, on s'est dit, on fait une petite run ensemble, puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Puis Rock, les gens réalisent pas que Voisine, Céline et Garou, c'est les 3 artistes
qui viennent d'ici, qui ont la plus grosse portée mondiale. Absolument. Là, je parle pas de Corey Hart. Je parle pas des artistes francophones. Oui. Et moi, j'ai eu le bonheur de travailler avec les trois. Oui, c'est un mais justement, luxe incroyable. Mais justement, Mario, quand tu regardes l'état actuel de la chanson, quand tu regardes le fait que, bon, par exemple, là, il y a des chiffres qui viennent de sortir sur la fréquentation des artistes en salle. Tu sais, les humoristes sont ici, tout en haut. Après ça, il y a les chanteurs anglophones, puis en troisième position, il y a les chanteurs francophones. Quand on regarde les listes sur Spotify, les Québécois, je pense qu'il y a 23 artistes québécois qui sont sur les listes de Spotify. Il y a comme une... tu as connu la belle époque où tout le monde chantait Hélène de Rock Voisine, mais aujourd'hui, là, les Québécois, les petits jeunes, là, ils chantent pas du québécois. Les rapports dont tu parles, qui sont d'ailleurs très pertinents et très importants, font l'objet à l'heure actuelle d'une remise en question de la business puis de l'industrie parce qu'il faut adresser ça de façon Est-ce que ça t'inquiète réaliste. ou ça t'inquiète pas? C'est clair que ça m'inquiète, mais je suis pas de nature très pessimiste dans la vie. Puis je regarde l'état du marché mondial, Sophie, c'est le même genre de problème partout. Oui, effectivement, on a tendance à ramener ça ici localement sur nos propres problèmes, mais tu sais, on parle de Taylor Swift, on parle des énormes vedettes, mais 99% des revenus générés en spectacle dans le monde sont générés par 1% des artistes. C'est ça la vérité. Je veux dire, 99% des revenus générés par 1% des artistes. C'est là qu'on reconnaît l'homme de chiffres, quand même, tout le temps. Ça, c'est la réalité. Après ça, on peut l'arranger avec le gars des vues, on peut tout... Mais regarde, partout à l'échelle planétaire, il sort 100 000 chansons par semaine sur Spotify. Comment veux-tu... Oui, t'as un garage band sur ton ordinateur, puis tu penses que tu peux travailler, puis que tu vas être meilleur que les autres, puis tu peux le mettre toi-même à travers diverses plateformes sur Spotify puis Apple, puis tu penses que tu vas avoir une carrière mondiale, mais il n'y a personne qui a réussi dans l'histoire de la musique sans avoir une équipe autour de. Absolument. Puis c'est ça qui est le job de gérant. Bon, alors tu parles de réussite, puis ça va être ma dernière question, Mario. Quand on est confronté comme ça à la maladie, un cancer incurable, mais traitable, mais incurable, sur quels critères on se base pour se dire « j'ai réussi ma vie » ? C'est drôle parce que j'ai eu cette question-là que je trouve très bonne. Je l'ai eue des membres de ma famille il y a quelques semaines. T'es sérieux? Ouais. Ils t'ont demandé ça? Tu sais, des fois, tu fais des bilans de... Bon, et je pense que la plus grande fierté que j'ai, au-delà de l'énorme honneur que la 10 va me faire le 30 au Gala de l'Industrie, là, c'est de ne pas avoir beaucoup d'ennemis. En fait, j'en ai pas vraiment beaucoup d'ennemis. J'en ai pas, je crois. Et j'ai des bonnes relations avec tout le monde depuis longtemps. Je vois des gens... Tu sais, je travaillais au Pop Rock en 74. J'ai vu tous mes confrères du Pop Rock, le journal, il y a 3 semaines. On a fait un 50e anniversaire. C'est tous des gens qui sont rendus célèbres. Et, tu sais, Yves Thériault qui écrit des livres que tu connais. Bon, alors, c'est tous des gens qui travaillent avec moi. Puis ils continuent à t'aimer. Puis on a tous gardé... Moi, je suis un maniaque d'entretenir mes amitiés. Alors, la plus belle fierté que j'ai, c'est peut-être ça, c'est de ne pas avoir brûlé personne. J'ai jamais volé personne, j'ai jamais menti à personne, j'ai jamais fait quelque chose qui pourrait m'être reproché. Je suis très fier de ça. C'est peut-être ma plus grande fierté. Ben écoute, je te souhaite la meilleure des santé, étant donné les circonstances, puis un hommage très mérité le 30 octobre. Merci d'être venu nous en parler Sophie, longtemps à l'avance. Et c'est important de le dire, tu as donné une entrevue à Roger Brulotte en disant que parmi tes objectifs de te rendre, parce que chaque semaine, c'est une semaine gagnée sur la vie, c'était de te rendre jusqu'au 18 septembre, parce qu'aujourd'hui, c'est ton 20e anniversaire de mariage. Oui, alors, merci, félicitations, Mario. Je suis très, très content. Allez voir les podcasts si vous pouvez. Vous allez voir que le métier de gérant, c'est un métier extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mario Lefebvre.